De telles observations entraîneront rapidement. Premièrement, l'homme remarquera qu'il ne peut pas observer impartialement tout ce qu'il trouve en lui-même. Certaines fonctionnalités vous plairont, d'autres vous déplaceront, vous irriteront ou même vous provoqueront l'horreur. Et il ne peut pas être autrement. L'homme ne peut pas se étudier comme une étoile éloignée ou des espèces fossiles curieuses. Naturellement, vous aimerez en lui ce qui favorise son développement et détestera ce qui rend ce développement plus difficile, voire impossible. Cela signifie que, très peu de temps après avoir commencé à observer, il distinguera les caractéristiques utiles et les caractéristiques nuisibles. Ceci est utile ou nocif du point de vue d'une connaissance possible de vous-même, un éventuel sillage d'un développement possible. Il discernera en lui ce qui peut devenir conscient et ce qui ne peut pas et devrait être éliminé. Lors de l'observation, il ne devrait jamais oublier que l'étude de soi est la première étape dans le chemin de son évolution possible. Nous devons maintenant examiner quels sont ces traits nuisibles que l'homme trouve en lui-même. En général, ce sont tous des manifestations mécaniques. Comme nous l'avons dit, la première est de mentir. Le mensonge est inévitable dans la vie mécanique. Personne ne peut lui échapper, et plus nous croyons qu'il est exempt de mensonges, plus elle nous a en son pouvoir. La vie telle qu'elle est aujourd'hui ne pourrait pas continuer sans le mensonge. Mais d'un point de vue psychologique, le mensonge a une autre signification. Cela signifie parler de choses que nous ne savons pas, et nous ne pouvons même pas savoir, comme si nous les connaissions et comme si nous pouvions les connaître. Ils doivent bien comprendre que je ne mets pas un point de vue moral, quel que soit. Nous n'avons pas encore atteint la question de ce qui est bon et de ce qui est mauvais en soi. Je me mets dans le point de vue pratique simple. Je ne parle que de ce qui est utile ou nocif pour l'auto-étude et le développement de soi. De cette façon, l'homme apprend très rapidement pour découvrir les signes par lesquels il peut reconnaître en lui-même les manifestations nocives. Il constate que plus il contrôle une manifestation, moins il est nocif, et que moins il le contrôle. Donc plus il est mécanique, plus il peut devenir nocif. Comprenant cela, l'homme a peur de mentir. Pas pour des raisons morales, je répète, mais parce qu'il ne peut pas contrôler son mensonge et parce que le mensonge le contrôle. Autrement dit, il contrôle vos fonctions. Le deuxième trait dangereux qu'il trouve en lui-même est l'imagination. Une fois que vous avez commencé à observer, la conclusion est très rapidement que le principal obstacle à l'observation est l'imagination. Je veux observer quelque chose, mais au lieu de cela est pris par l'imagination et oublie d'observer. Il ne vaut pas la peine de réaliser que le mot imagination reçoit un sens fictif et justifié du tout. Du collège créatif ou sélectif se rend compte que l'imagination est une faculté destructrice, qui ne peut jamais la contrôler, et qu'elle l'éloigne toujours de ses décisions les plus conscientes, dans un dirigé où je n'avais aucune intention d'y aller. L'imagination est presque aussi pernicieuse que le mensonge. En fait, imaginer, c'est mentir à vous-même. L'homme commence à imaginer quelque chose pour se donner du plaisir et commence rapidement à croire ce qu'il pense, du moins en partie. Il est également découvert, parfois, jusqu'à ce que, dans un premier temps, combien de conséquences dangereuses puisse avoir l'expression d'émotions négatives. Par des émotions négatives, toutes les émotions de violence ou de dépression, de compassion de soi, de choléra, de suspicion, de peur, de contradiction, d'agacement, de méfiance, de jalousie, etc. L'expression des émotions négatives est généralement acceptée comme entièrement naturelle et même nécessaire. Souvent, les gens appellent la sincérité. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec la sincérité. C'est simplement un signe de faiblesse chez l'homme, un signe de mauvais caractère et d'impuissance pour garder ses propres griefs pour lui-même. L'homme comprend cela quand il s'efforce de s'opposer à ses émotions négatives, et c'est une nouvelle leçon pour lui. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'observer les manifestations mécaniques, vous devez leur résister, car sans leur résister,
vous ne pouvez pas les observer. Son apparence est si rapide, si familière et si imperceptible qu'il est impossible de les remarquer si nous ne faisons pas suffisamment d'efforts pour leur créer des obstacles. Après l'expression des émotions négatives, chacune peut découvrir en elle-même et dans les autres un curieux trait mécanique. C'est le fait de parler. Il n'y a pas de mal dans le fait même de parler, mais chez certaines personnes, et bien particulièrement ceux qui le réalisent, parlent vraiment en une dépendance. Ils parlent tout le temps où ils sont, au travail, en voyageant, même en dormant. Ils n'arrêtent jamais de parler. Quand ils peuvent dire à quelqu'un « et s'il n'y a personne », ils se parlent, il est également nécessaire non seulement d'observer, mais de résister autant que possible. Si quelqu'un nous permet de parler sans résister, rien ne peut observer, et les résultats des observations qu'il fait, ils s'évaporent immédiatement dans les bavardages. Les difficultés que l'homme éprouve pour observer ces 4 manifestations, mentir, imaginer, exprimer des émotions négatives et parler sans besoin, lui montrera son mécanisme complet et sa propre impossibilité de combattre ce mécanicien sans aide, c'est-à-dire sans nous connaître et sans assistance directe, car même si vous avez reçu certaines indications, l'homme oublie de les utiliser. Oubliez de vous observer. En d'autres termes, il s'endort et doit toujours être éveillé. Cette chute somnolente dans le sommeil présente certains aspects bien déterminés que la psychologie ordinaire ne sait rien, ou du moins qu'elle ne peut ni classer ni définir. Ces aspects ont besoin d'une étude spéciale. Ils sont en nombre de 2. Le premier est appelé identification. L'identification est un état curieux, dans lequel l'homme passe plus de la moitié de sa vie. L'homme s'identifie à tout. Avec ce que vous dites, avec ce que vous savez, ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas, ce que vous voulez, ce que vous nous attirez ou ce que vous vous repoussez, tout absorbe et est incapable de se séparer de l'idée, de la sensation ou de l'objet qu'il absorbe. Cela signifie que dans l'état d'identification, l'homme n'est pas en mesure de considérer l'objet de son identification de manière impartiale. Il est difficile de trouver une chose, aussi peu que cela puisse être, avec laquelle l'homme ne peut pas s'identifier. Dans le même temps, dans l'état d'identification, l'homme a moins de contrôle que jamais sur ses réactions mécaniques. Les manifestations, telles que les mensonges, l'imagination, l'expression des émotions négatives et les bavardages constants nécessitent une identification. Ils ne peuvent exister sans identification. Si l'homme pouvait se libérer de l'identification, il se libérerait de nombreuses manifestations inutiles et stupides. L'identification, sa véritable signification, ses causes et ses résultats, sont admirablement décrits dans la Piréchie, que nous parlons lors de la première conférence. Mais on n'a pas pu constater en psychologie moderne un signe moins de compréhension à cet égard. C'est une découverte psychologique complètement oubliée. Le deuxième facteur de sommeil est un état très proche de l'identification, appelé considération. En fait, la considération s'identifie aux gens. C'est un état dans lequel l'homme se soucie constamment de ce que les gens pensent de lui. Il traite selon leur mérite, l'admire suffisamment, et donc l'infini. La considération joue un rôle très important dans sa vie, mais pour certaines personnes devient obsession. Toute sa vie est tissée de considération, c'est-à-dire de préoccupation, de doute et de suspicion, au point de ne laisser aucune place à autre chose. Le mythe du complexe d'infériorité et d'autres complexes est né de ces phénomènes vaguement perçus, mais non compris, et de considération. L'identification et la considération doivent toutes deux être observées très sérieusement. Seule la pleine connaissance qui peut être autorisée à les affaiblir. Si vous ne pouvez pas les voir en vous-même, vous pouvez facilement les observer chez les autres. Mais nous devons nous rappeler que nous-mêmes ne sommes rien de différent des autres. À cet égard, tous les hommes sont égaux,